là-bas, tranquillement, parce que nous allons parler de choses peut-être plus importantes, je ne sais pas, mais la danse est aussi importante, et oui. En cette journée de papa, où là on fête les papas, bonjour Riyad Bouzelga. Bonjour. Merci d'être venu dans cette matinale, c'est pas évident, hein. Nous allons parler d'Afrique, d'exportation. Merci encore une fois d'être parmi nous. Et merci pour l'invitation. Alors, nous allons parler d'un sujet toujours intéressant. D'ailleurs, c'est un peu la semaine de l'Afrique, puisque nous avons eu le plaisir également de recevoir notre ami, le conseiller en exportation, Riyad Azaï. C'était jeudi. Il a parlé en long et en large de son métier et des horizons qui nous attendent au niveau de notre pays, puisque nous sommes des Africains, après tout. Et nous sommes fiers de cette africanité, cette Afrique qui attire de plus en plus l'attention des investisseurs et des entrepreneurs. Et quand on voit un peu la population africaine qui dépasse le 1,5 milliard d'habitants, avec une croissance annuelle démographique de 2,3%, et puis surtout un âge médian de, disons, moins de 20 ans, et en PIB réel moyen du continent, qui est estimé à 3,8% en 2024 et même plus, 4,1% en 2025, je pense que la Tunisie a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau de notre pays, de notre continent et de cette Afrique subsaharienne. Mais comment mieux se positionner sur les marchés de l'Afrique subsaharienne? C'est la première question que j'ai envie de poser à notre invité Riyad Bouzelga, directeur au CEPEX. Merci beaucoup. Je voudrais commencer cette intervention de cette belle journée dominicale du mois de juin. Oui, il fait déjà 28 degrés à Tunis. Par une très bonne note, donc pour mettre les choses dans leur contexte, je pourrais dire que l'économie africaine se porte plutôt bien et se portera encore mieux dans les années à venir, et notamment dans le moyen et long terme. Et la bonne nouvelle, c'est que cette Afrique qui se portera mieux portera aussi avec elle la Tunisie dans le bon sens. Et je vais m'expliquer. 2 instruments me permettent d'avancer ceci. La première, c'est les analyses, c'est le court terme, c'est les analyses des institutions internationales. Donc on parle de court terme de 1 à 5 ans. Et dans ces analyses, on prend le cas par exemple du dernier rapport de la Banque mondiale qui est sorti le 10 juin 2025. Il est tout neuf. Il est tout neuf, exactement, et qui dit qu'il y a une accélération de la croissance économique en Afrique, passant de 2,9% en 2023 à 3,2% en 2024. Et les analystes de Bretton Woods prévoient une croissance de 3,7% en 2025 et 4,2% en 2026-2027. C'est presque un peu les mêmes chiffres que j'ai donnés, Riyad. Oui. 3,8 en 2024 et 4,1, vous venez de... Non, parce que ça se met à jour. Hein, oui, parce qu'ils ont mis à jour. Oui. Et quand on compare, si on prend 2025 et on compare avec le reste du monde, par exemple, quand on voit la croissance mondiale en 2025, elle sera de 2,3%. Oui. Aux États-Unis, elle sera de 1,4%. Dans la zone euro, elle sera de 0,7%. Donc, quand on voit ces croissances-là, on peut dire que l'optimisme est de vigueur. Par rapport à l'Afrique. Par rapport à l'Afrique, oui. Bien sûr. Le deuxième axe, qui est très important, et là, on parle de prospective, de tendances lourdes. Les tendances lourdes dans la prospective, ce sont les événements majeurs qui peuvent arriver dans le monde et qui peuvent changer le cours des choses. Ça peut être politique, ça peut être économique, ça peut être social, ça peut être environnemental, etc. Et là, les think tanks parlent. Les think tanks, c'est les courants de pensée dans le monde et ce sont des analyses stratégiques et qu'ils ont leur mot à dire auprès des gouvernements. Certainement. Oui. Alors les think tanks disent que l'avenir de l'économie mondiale, c'est l'Afrique d'une manière générale et l'Afrique subsaharienne en particulier. Alors quand on parle encore une fois de l'Afrique subsaharienne, Riyad, pardon de vous interrompre, qu'est-ce qu'on indique? On indique quel pays on commence à comptabiliser en tant qu'appartenant à l'Afrique subsaharienne? C'est au-dessous du Sahara, du Grand Sahara.
au-dessus du Grand Sahara. C'est-à-dire celui qui est avec l'Algérie, le Soudan. Exactement, c'est-à-dire de la Mauritanie. Non, l'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Afrique qui n'est pas subsaharienne. L'Afrique du Nord, c'est de la Mauritanie à l'Égypte. Et cette Afrique-là, elle est indexée dans la région MENA par rapport aux institutions internationales. C'est l'Afrique du Nord, Moyen-Orient. Oui. D'accord ? Et tout ce qui est dessous, c'est l'Afrique subsaharienne. C'est clair. Donc, grosso modo, on dit l'Afrique noire, d'une manière générale. Voilà. Oui. Donc, ils disent que l'Afrique noire sera le moteur de l'économie mondiale. Pour la jeunesse de sa population d'abord, qui représente plus de 70% de la population totale. Parce qu'on l'a même cité, l'âge médian qui est de 19 ans. Hein, exactement, très jeune. Exactement. Et aussi la bonne édication de cette population qui commence à avoir une éducation meilleure que les générations précédentes. C'est ça. Et aussi, c'est-à-dire que les populations, la classe moyenne commence à émerger en Afrique. Et bien sûr, en parlant aussi de l'incroyable ressource que possède l'Afrique, que ce soit des ressources naturelles, que ce soit des matières rares, que ce soit des qui ont toujours existé et qui ont fait l'objet... Et qu'ils en découvrent de plus en plus. Dernièrement, par exemple, ils ont découvert des ressources en Mauritanie qu'on ne soupçonnait pas il y a quelques années. Et donc aussi, il y a le besoin de terres rares aussi, le besoin de ressources rares pour les nouvelles technologies dont les besoins n'existaient pas avant. Donc tout ça fait que l'Afrique deviendra le moteur de l'économie mondiale. Et là, quand on parle de stratège, il parle de 20, 30 et même de 50 ans plus tard. Oui. Et donc, tout ça nous dit que l'Afrique sera le bon demain de l'économie mondiale. C'était le berceau du monde avant, et ça devient le moteur de l'économie mondiale. Ce qui nous permet de dire qu'il faudrait botter en touche toutes les idées reçues qui disent que l'Afrique, c'est pas sérieux, c'est le commerce parallèle, c'est doucement le matin, pas trop vite le soir, etc. Il y a beaucoup de clichés. Il y a beaucoup de clichés. C'est vrai qu'il y a des choses qui persistent, etc. Mais le mouvement est là, la tendance, elle est là. Et il y a des pays qui sont moteurs dans ça. On cite notamment le Kenya, le Rwanda, l'Éthiopie. Et d'autres pays, même francophones, prennent le relais aujourd'hui. Ceci n'empêche pas, bien sûr, qu'il y a beaucoup de challenges. Hein. Il y a beaucoup de challenges. C'est sûr. Il y en a deux qui sont les plus importants. On parle du premier qui est l'économie africaine est peu insérée dans le monde, dans l'économie mondiale. Par exemple... le problème d'intégration. Oui, dans l'économie mondiale. J'ai deux chiffres importants. L'Afrique pèse moins de 3% du commerce mondial. Moins de 30%. 3%. Oui, pardon. Moins de 3%. C'est un vœu pieux que j'ai ajouté un zéro à droite. Au vu des stratèges, de ce que disent les stratèges des think tanks, peut-être on va arriver à 30%. Oui, je suis certain, mais dans quelques décades peut-être. Exactement. Et le deuxième chiffre, c'est le PIB de l'Afrique qui ne dépasse pas les 5,4% du PIB mondial. Donc le peu d'insertion de l'économie africaine dans le monde représente un handicap aujourd'hui. Et aussi, ce qui est paradoxal, c'est que les Africains commercent très peu entre eux. Ça, c'est vraiment une véritable tare. Hein. Exactement. Et ça va changer, je vais dire pourquoi tout à l'heure. Oui. Mais le commerce interafricain ne représente que 13% du commerce des pays africains avec le monde extérieur. Donc tout ceci nous amène à dire que même s'il y a de la voie vers le développement dans les années à venir, ceci n'empêche qu'il y a des challenges à relever. Mais les challenges commencent à être relevés depuis quelques années. Et je cite notamment les choses qui peuvent faire avancer les nouveaux accords économiques qu'ont réalisés les pays africains entre eux. Depuis un bon moment, plusieurs années, il y a des accords commerciaux et économiques sous-régionaux qui ont été réalisés. On parlait de COMESA, de ZLECAf. Exactement, qui n'existaient pas avant, mais qui existent aujourd'hui. Et je pense que ce sont deux accords qui seront le véritable moteur de la croissance économique africaine et du commerce interafricain. Certainement. Par exemple, la ZLECAf, c'est la zone de libre-échange africaine qu'on appelle ZLECAf, et c'est le plus important. Il est entré en vigueur en 2019. Et la première opération de la ZLECAf a été réalisée par la Tunisie. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que la Tunisie est signataire des deux accords. Et c'est très bien. Et la Tunisie a été le premier pays qui a réalisé une exportation vers le Cameroun en 2021
dans le cadre de la De la ZLECAf. zone de libre-échange. Exactement. Et qu'est-ce que c'est la ZLECAf? C'est 90% de droits de douane qui sont enlevés. C'est-à-dire 90%. 90% des presque droits de douane. l'intégralité. Exactement. C'est très important et c'est très incisif pour les exportations tunisiennes. Et qu'est-ce que c'est la ZLECAf? C'est 54 pays quand même. 54 pays membres. C'est quasiment, sauf un pays. Sauf un pays Exact. que notre ami Riyad Aziz a cité d'ailleurs. D'accord. D'accord. Et qui, pour ne pas heurter certaines Mais parties, c'est 54 pays c'est quand même. 54 pays. Oui. C'est 1,3 milliard d'êtres humains quand Oui. même, de personnes. Et c'est aussi 3 400 milliards de dollars de PIB cumulé. Oui. Donc un important gisement économique qui existe dans cette zone. Le deuxième accord, c'est le marché commun d'Afrique australe et orientale. D'accord? Ce qu'on appelle le COMESA. C'est le COMESA. Exactement. Donc la Tunisie est devenue membre en 2018 et le COMESA comprend 21 États membres, 583 millions de personnes et un PIB cumulé de 768 milliards de dollars. C'est très important. C'est pas mal déjà. Exactement. Quels sont les objectifs du COMESA? C'est la création d'une zone de libre-échange entre les États membres, c'est la suppression des tarifs, des obstacles tarifaires et non tarifaires, parce qu'il y a aussi des obstacles non tarifaires. Non tarifaires, oui. Exactement. Et la réalisation à terme d'une union douanière, c'est-à-dire que des droits de douane communs pour les produits importés en dehors de la zone pour tous les pays. Voilà, c'est l'harmonisation des droits de douane pour les importations extra-zone. Donc, on va faire parler les chiffres maintenant pour la Tunisie, et tout ça pour la Tunisie, parce que quand j'ai dit au départ que l'Afrique se portera mieux, et la Tunisie avec, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que, indépendamment de la politique tunisienne qui est mise sur l'Afrique subsaharienne, l'intégration de la Tunisie à ces deux zones permet au pays de développer ses exportations de plus de 70% sur le marché de l'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est une étude du ministère du Commerce et du Développement des exportations qui le dit. D'accord? Et les analystes tunisiens disent que le potentiel d'exportation inexploité par la Tunisie en Afrique subsaharienne est estimé à 472 millions de dinars. Il y a un potentiel qui est chiffré. Donc, ça va libérer les accords commerciaux disons, signés par la Tunisie permettront de libérer ce potentiel pour pouvoir exporter encore plus, mieux et diversifié. C'est ça. Plus, je note ça, plus, mieux et diversifié. Voilà. Plus, c'est trois caractéristiques exactement. Très importantes. Oui. Donc, où est la Tunisie donc, dans tout ça? Maintenant, on va parler un peu de la Tunisie en Afrique subsaharienne. Oui. Si on parle de l'année 2024, la Tunisie a exporté pour une valeur de 62 milliards de dinars dans le monde. Hein. Oui, ça c'est l'ensemble des exportations. C'est l'ensemble des exportations. Par contre, dans l'Afrique subsaharienne, la Tunisie a exporté pour une valeur de 0,25 milliards de dollars. De dinars, pardon. Oui. Ce qui représente à peu près 4% des exportations tunisiennes. C'est un chiffre qui est relativement faible. Oui. Bon. Il y a deux côtés. Il y a le côté pessimiste qui va dire que c'est très peu, etc. Il y a le côté optimiste. Moi, je fais partie des optimistes. Ah oui, c'est votre sourire emmène large. Eh bien, moi, je dis, voilà, regardez le potentiel qu'on a devant nous. Il y a une marge de progression phénoménale. Écoutez, quand on parle de 4 à 5% ou de 4 à 6%, ce sont des milliards de dinars. Hein. Oui. Donc, le potentiel... C'est la moitié que ce qui a été déjà réalisé. Le potentiel, il est là. Et ça va être le cas. Il n'y a pas de saturation. On est loin de la saturation. Oui. C'est ça la bonne nouvelle. Et le top 5 des exportations tunisiennes, les 5 principaux marchés, sont le Sénégal en premier lieu avec 17,5%. C'est le Sénégal. Hein. Oui. En deuxième position, la Côte d'Ivoire avec 13,2%, puis le Cameroun avec 7,8%, la Guinée avec 6% et le Gabon avec 5,5%. Nos principaux produits exportés sont les matériaux de construction, les papiers hygiéniques, les industries chimiques, les industries électriques et à un degré moindre les industries agroalimentaires. Pour les services, nous avons le tourisme médical bien sûr, l'enseignement
supérieur, privé et la formation, les services financiers, les services liés aux bâtiments et infrastructures, les bureaux d'études, d'architecture, engineering, etc. Ça a toujours existé, je pense. Ça a toujours existé. Donc, en gros, voilà le positionnement de la Tunisie en Afrique. Voilà. Et le potentiel qu'on a pour se développer encore davantage. C'est un potentiel très riche, mais revenons un peu à l'actualité. Riyad Bzerga, directeur du CEPEX, qui nous fait le plaisir d'être des nôtres en ce dimanche 15 juin 2025. Alors, le CEPEX va organiser la première édition, il s'agit d'une première, de l'ABPD, c'est-à-dire Africa Business Partnership Days. Ce sera entre le 23 et le 25 mai, c'est-à-dire dans une semaine. Pardon, juin, pourquoi je suis au mois de juin, bien sûr. 23 au 25 juin, à la maison de l'exportateur. Quel est le contenu de ces journées et surtout quel sera l'impact attendu de cet événement? Très bien. Je vais dérouler pour une minute d'abord pour arriver à l'ABPD dont on va parler dans la minute qui suit. Donc, on a dit que la Tunisie, la priorité gouvernementale depuis quelques années, c'est que l'Afrique subsaharienne devient l'une des priorités nationales. Et sachant bien que le CEPEX, qui n'est pas seul dans l'activité de l'exportation, mais c'est le moteur, c'est le bras armé du gouvernement tunisien pour la mise en œuvre de ces politiques. C'est vraiment le levier. C'est le levier, exactement. Et donc, le CEPEX a pris en charge cette politique gouvernementale et après avoir fait une grande réflexion, nous avons deux choses majeures à présenter pour le développement de la Tunisie en Afrique. Le premier, ce sont les instruments que le CEPEX met à la disposition des opérateurs qui font partie de son métier. Et le deuxième, ce sont les événements exceptionnels organisés par le CEPEX et ses partenaires pour maximiser le rendement de cet appui. Donc quand on parle d'instruments, on parle de subventions accordées aux opérateurs économiques lors de l'exportation. Oui. Donc les taux sur l'Afrique subsaharienne sont bonifiés par rapport aux autres destinations. Ça, c'est le premier point. C'est normal, c'est pour privilégier ces destinations. Hein. Exactement, puisque c'est la politique gouvernementale. Le deuxième, c'est que le CEPEX a une quinzaine de bureaux à l'international, dont 9, donc les 2/3 sont en Afrique, et 6 en Afrique subsaharienne, ce qui représente 40% du réseau international. C'est très important quand même. Bien sûr. Le troisième, c'est que le CEPEX organise une 50aine d'événements, de rencontres d'affaires par an, indépendamment des participants. Par semaine. Hein. Oui. Et quand je dis une 50aine, c'est plus. Hein. Et pour faire simple, une 50aine. Et donc, mis à part, bien sûr, les participations au Phare et Salon. Ce sont des rencontres d'affaires, c'est-à-dire que des délégations d'hommes d'affaires sectoriels ou multisectoriels à l'étranger, ou bien des invitations d'importateurs, d'acheteurs en Tunisie. Dans les 50aines, il y a au moins la moitié qui sont dédiées à l'Afrique subsaharienne. Oui. Donc ça, c'est au niveau des instruments. Au niveau des événements exceptionnels, donc nous avons d'abord le plus grand événement en matière d'exportation économique organisé par la Tunisie, qui concerne l'Afrique, c'est le Tunisian African Business Meeting, le TABM, qui a réalisé sa 3e et dernière édition au mois de juillet 2024. Il est organisé chaque 2 années. Ah, il est biannuel. Il est chaque 2 ans, voilà. Et les années paires, d'accord. Et donc, c'est un événement. Le prochain, ce sera en juillet 2026. En 2026, juillet et juin, on ne sait pas, mais ce sera en 2026. Et c'est un événement à grande échelle, c'est-à-dire qu'on invite 200 opérateurs tunisiens, plus d'une 60aine d'opérateurs, d'acheteurs africains. On a réalisé plus de 3000 rendez-vous d'affaires, des dizaines de visites d'entreprises sur le terrain, et des contrats qui sont réalisés grâce à cet effort gigantesque. Le CEPEX a fait une réflexion avec ses partenaires et il s'est dit, eh bien, on va faire un 2e événement du même type. Mais vous allez me dire, pourquoi un 2e événement ne pas faire... C'est peut-être une redondance. Exactement, exactement. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais la réponse, elle est simple. Ce sont 2 événements qui sont différents, totalement différents, mais non seulement différents, ils sont complémentaires. Donc on va parler de l'ABPD. Donc l'ABPD, c'est la première édition, l'Africa Business Partnership Days. Donc ce sera la première édition. Oui. Pourquoi c'est différent? Parce que
premièrement, c'est un événement qui est ramassé par rapport au premier événement. Donc, nous allons inviter une douzaine de pays seulement. La deuxième différence, ce sont des pays qui ne sont pas des marchés traditionnels pour la Tunisie. Donc, on va vers la diversification spécifiquement. Oui. Et dans le CEPEX, dans la plupart de ces pays, n'a pas de représentation commerciale. Et la troisième chose qui est importante, c'est qu'au-delà de l'exportation, nous cherchons aussi à créer des partenariats d'investissement. Et je donne un exemple. Dans la transformation, par exemple, on prend des produits agro-industriels. Les producteurs tunisiens achètent leurs matières premières en dehors des pays africains, certaines matières premières. Et on découvre plus tard que ce sont des matières premières qui proviennent de l'Afrique subsaharienne. Et donc, ça coûte plus cher. Et ça met plus de temps pour arriver. Donc, pourquoi ne pas créer une dynamique pour aller vers la source directement. Et acheter en Afrique? Que ce soit pour la production tunisienne, pour le marché tunisien et l'exportation, que ce soit aussi, et pourquoi pas, s'implanter dans ces pays-là, industriellement, avoir des partenaires locaux pour leurs propres besoins. Et là, on évite tout ce qui est difficultés logistiques, les coûts supplémentaires, etc. Donc, on cherche une nouvelle dynamique, on sort un peu du cadre de l'export pour aller dans la profondeur et essayer d'aller vers l'investissement. Et c'est ça qui fait la différence entre la BPD et le TABM. TABM, oui. Exactement. C'est clair. Et donc, pour la BPD, donc nous ciblons une douzaine de pays qui sont l'Ouganda, le Congo, le Ghana, le Gabon, la Guinée, le Burkina Faso, le Kenya, le Congo démocratique, la Mauritanie, le Sénégal, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Voilà. Et l'exception aussi, c'est que nous avons choisi des pays qui ont un taux de croissance très élevé, pouvant arriver jusqu'à 2 chiffres pour certains. Oui. Donc la marge, elle est là. Donc 10 pays sont invités avec des acheteurs, et 2 pays, on a invité des institutions pour créer des partenariats avec leurs homologues tunisiens. 33 entreprises subsahariennes sont invitées. Présentes. Exactement. 1000 rendez-vous d'affaires sont prévus avec une centaine d'entreprises tunisiennes, des exportateurs. Donc un réseautage de 1000 rencontres qui va être fait. Et nous tablons sur des dizaines de visites terrain dans les industries, chez les producteurs tunisiens. 5 activités aussi sont ciblées, donc, qui sont l'agroalimentaire, les matériaux de construction, la santé, les nouvelles technologies, les startups et les services. La BPD, c'est une initiative du CEPEX, oui, mais on ne joue pas tout seul. Oui, donc bien sûr, il doit inclure une dynamique collégiale, donc sous la présidence du ministère du Commerce et du Développement des Exportations et avec le partenariat du ministère des Affaires étrangères à travers son réseau diplomatique à l'étranger qui fait beaucoup de travail. Et je salue mes collègues des représentations du CEPEX en Afrique qui font un travail énorme et qu'en grande partie, c'est grâce à eux, avec l'appui du ministère des Affaires étrangères, que ces grands acheteurs seront en Tunisie durant le mois de juin. Cet événement est réalisé aussi avec l'appui du programme Arab Africa Trade Bridges et le programme Qawafel, qui nous donne l'opportunité de réaliser ce programme. Il y aura une plénière, dans le programme, il y aura une plénière qui sera présidée par Monsieur le ministre du Commerce et du Développement des Exportations et des personnalités influentes, politiques, diplomatiques et économiques qui sont influentes sur le marché subsaharien. Très bien. Eh ben, je crois que vous avez tout dit, Riyad Bzerga, par rapport au IBPD qui aura lieu à la Maison de l'Exportateur le 23 et le 24 juin prochain. Jusqu'au 25. Voilà, jusqu'au 25. Allez, donc on termine ce bel échange avec une chanson que vous avez choisie, Riyad Bzerga. C'est les Moody Blues, c'est un titre de 1967, ça ne nous rajeunit pas. L'année de ma naissance. L'année de votre naissance, très bien. Là, heureusement que vous n'êtes pas une femme, parce que les femmes, généralement, ne découvrent pas leur âge. Et alors, pourquoi ce choix, Riyad? Et à qui tu le dédies? Surtout, je le dédie aux bonnes âmes que j'ai rencontrées dans ma vie, qui ont bonifié ma vie, qui sont de ce monde aujourd'hui, ou bien qui sont dans un monde bien meilleur que le nôtre. Voilà, très belle dédicace en tout cas. Je ne peux rien ajouter à cela.
Et je vais juste vous remercier encore une fois pour avoir passé un dimanche, hein, pas à la campagne, Avec mais plaisir. au studio de RTCI. Et puis on vous retrouvera certainement pour d'autres événements. Certainement. Et entre-temps, on se délecte de ce beau morceau de l'année 1967, Nights in White Satin, à 9h35.